Cette fameuse fibre de bois, donc c'est un très bon compromis entre l'isolation contre la chaleur et l'isolation contre le froid. On va arrêter de fabriquer des produits avec beaucoup d'énergie grise en tapant dans la matière première. On va travailler du recyclé et l'isolation pour ça s'y prête vraiment très bien. Il y a plein de produits à recycler qui servent vraiment en isolation. Coton en premier, la fibre de bois, tout ce qui est déchets de bois aujourd'hui, ça sert vraiment à ça. Et qui sont pour la plupart plus efficaces que des laines de verre dans la durée de vie, en confort. Donc c'est pareil, il faut de l'énergie pour faire un bâtiment en ossature bois, mais quelle satisfaction quand on est dedans, quoi. Quelle satisfaction, je suis ravi d'y avoir passé du temps. Mais l'énergie vaut le coup, je trouve, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, quand on rentre dans ce bâtiment, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on y est bien, quoi. Et on n'a rien fait d'extraordinaire. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous, bon épisode. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Marjorie et Jean-Luc Lezoin. Passionné de bricolage, Jean-Luc se tourne vers les matériaux écologiques lors de la rénovation de sa maison. Mais à l'époque, il est encore difficile de s'approvisionner et de trouver les bons conseils. Entrepreneur dans l'âme, il décide alors de créer son propre négoce de distribution de matériaux écologiques et sains pour l'habitat via la plateforme en ligne matériauxnaturels.fr. Avec Marjorie, il nous explique dans cet épisode en quoi les matériaux écologiques sont-ils pertinents pour la construction et la rénovation et nous présente leurs conseils pour choisir le produit adapté à son projet. On parle notamment d'isolation, de peinture naturelle, de revêtement de sol, mais aussi de la conception et de la construction de leurs nouveaux bâtiments qui abritent leurs bureaux, le magasin et leur entrepôt logistique. Ce bâtiment, ils l'ont imaginé comme un lieu démonstrateur pour mettre en valeur les matériaux écologiques où le confort, la performance, le bien-être et la biodiversité ont pleinement leur place. Si vous écoutez cet épisode en audio, rendez-vous également sur la chaîne YouTube de La Case Robinson pour découvrir cette réalisation en images. Enfin, si vous projetez de vous approvisionner en matériaux pour un futur chantier, Marjorie et Jean-Luc offrent aux auditeurs de La Case Robinson une remise de 5% sur votre commande dès 300 € d'achat en utilisant le code LACASEROBINSON en un seul mot sur leur site matériaux-naturels.fr. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Marjorie, bonjour Jean-Luc. Bonjour François-Xavier. Je suis ravi de vous accueillir sur La Case Robinson. Aujourd'hui, on va parler ensemble de matériaux de construction, de comment les choisir pour son projet, puisque vous êtes des spécialistes des matériaux, car c'est votre métier de promouvoir, de conseiller, de diffuser des matériaux écologiques et sains à travers votre entreprise qui s'appelle Matériaux Naturels. Donc Jean-Luc, tu es le fondateur de Matériaux Naturels, et toi, Marjorie, tu es responsable de la communication. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va développer tout ça ensemble, notamment pour parler des différentes typologies de matériaux que vous proposez, de leurs intérêts pour le bâti, pour le confort, pour aussi la santé des personnes qui les manipulent ou qui les côtoient au quotidien dans leurs habitats. Et on va aussi parler d'un chantier. Ce chantier, c'est celui du bâtiment qui accueille vos bureaux aujourd'hui, qui est aussi un entrepôt logistique pour les matériaux que vous proposez. Et ce bâtiment, vous l'avez conçu un peu comme un démonstrateur de ce qui est possible de faire avec des matériaux naturels et sains. Donc ça va être intéressant de détailler tout ça ensemble. Pour commencer, est-ce que Jean-Luc, tu pourrais simplement nous raconter comment l'aventure de matériaux naturels a démarré ? Oui, bien sûr, ça démarre. L'histoire commence en 2008, mais je dirais que j'ai toujours adoré bricoler et j'ai passé les 20 premières années à travailler pour d'autres entreprises dans le service et j'y trouvais plus mon compte. Et à 40 ans, il a fallu que je fasse vraiment ce que j'ai envie de faire. Et pour ça, je me suis tourné vers les matériaux, le bricolage, parce que c'est quelque chose qui est une passion pour moi. Je bricolais avec mon père quand j'étais petit. C'est lui qui m'a donné cette envie.
Et à 40 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui soit vraiment un intérêt pour moi et qui me permette d'en vivre aussi. Et donc, je me suis penché sur les matériaux de construction parce qu'à l'époque, je construisais aussi ma maison. Enfin, je rénovais ma maison. Et j'avais déjà une sensibilité pour des produits un peu plus sains, naturels que ce qui se trouve traditionnellement dans le commerce. Donc, en même temps que je rénovais ma maison, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de difficultés pour trouver des produits sains pour rénover, isoler, peindre, enduire. Il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et comme moi, j'étais en phase où je voulais changer de métier, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas commencer à proposer des matériaux, donc un négoce spécialisé dans les matériaux de construction. Mais comme j'étais dans la communication précédemment, j'avais bien vu que pour toucher des gens qui sont une niche de marché aujourd'hui, il fallait être sur Internet. Donc c'est comme ça que j'ai créé ce négoce, donc matériaux de construction écologique, et sur Internet. Vraiment, c'est ce qui était important puisque les clients à l'époque étaient pas très nombreux et que pour se faire connaître, il n'y avait pas le choix que d'être sur Internet. Voilà le début de l'aventure. Et c'est vrai que moi j'ai commencé aussi dans le métier de l'éco-construction en 2008 et à l'époque on parlait surtout d'énergie, d'isolation, de système, enfin de performance énergétique en général. On parlait peu des matériaux. Pourtant les matériaux ça a un impact et c'est encore sous-estimé aujourd'hui je trouve, mais c'est un impact majeur dans le confort, dans la pérennité du bâti, dans le choix des matériaux c'est très important. Et alors qu'on parle plutôt, enfin au niveau de la réglementation, au niveau du grand public, surtout des systèmes. Alors qu'il faudrait d'abord, selon moi, s'intéresser aux matériaux quand on réfléchit à une rénovation ou à une construction neuve, parce que c'est finalement le matériau avant le système qui nous apporte du confort et qui permet de protéger, de pérenniser notre habitat. Absolument. Donc c'est très chouette qu'on parle de ça aujourd'hui, puisque en plus, comme du coup vous êtes des spécialistes des matériaux, ça va être intéressant de voir quels sont vos conseils sur les différentes typologies pour les appliquer dans les projets. Simplement pour faire un premier tour, quelles sont les typologies de matériaux que vous proposez et comment vous les sélectionnez d'une manière générale par rapport à tout ce qui peut exister sur le marché? Alors, les produits qu'on propose en premier, le plus grosse vente chez nous, ça reste l'isolation. Et après, je viendrai dans le détail. Donc, en termes de construction, on va avoir tout ce qui est ossature, donc du bois, des briques de chanvre. On va s'occuper de l'étanchéité avec des membranes EPDM. Tout ce qui est doublage de cloisons, donc phonique, thermique. On va aussi faire des revêtements de sol, donc de la terre cuite, des lambris, du parquet flottant, à coller, à clouer, on fait tout ça. Et dans les finitions, on va faire tout ce qui est enduit, peinture, traitement du bois. Et puis, on s'est aussi intéressé à l'extérieur de la maison. On propose aussi pas mal de choses pour aménager le jardin. Donc, avec des claustras, des traverses de chêne, des barrières qu'on appelle des ganivelles, qui sont ces fameuses barrières de plage, de l'aménagement de mares, puisqu'on propose aussi des membranes spécifiques pour faire des mares. Voilà, on essaye à chaque fois d'étendre la gamme en fonction de ce qu'on trouve de nos pérégrinations. C'est comme ça qu'on arrive à rajouter des produits aussi parce que nos clients nous les réclament parfois et qu'on n'est pas. Donc nos clients sont aussi une source d'inspiration pour ajouter des produits dans le site. Ouais, donc on va détailler les différentes typologies ensemble. Peut-être Marjorie, pour compléter, à qui s'adressent principalement ces matériaux? C'est pour quelle typologie de projet, quelle typologie de client? Alors, il y a plusieurs types de projets de clients. C'est vrai que chez nous, on peut aussi bien se lancer dans une construction, dans une rénovation, dans une amélioration de l'habitat, dans une construction donc neuve ou une rénovation de l'ancien, que ce soit dans de la pierre, dans du bois. Enfin, on touche tous les matériaux en fait et tous les habitats. Et on va dire que le fil conducteur chez nous, ce sont des clients qui, pour l'ensemble, font une grosse partie du chantier par eux-mêmes. Ils se lancent accompagnés ou conseillés ou pas, et qui ont une envie en tout cas de choisir des matériaux de construction qui soient sains, qui soient écologiques, qui soient propres, qui soient efficaces aussi. Ça rejoint ce que tu disais sur le confort, sur le thermique et sur la prise de conscience que c'est une rénovation. Il faut aujourd'hui vraiment faire attention à ce qu'on va choisir et ce qu'on va mettre dans sa rénovation pour optimiser en effet le vivre bien et si possible, faire le maximum d'économie d'énergie également, parce que c'est une vraie question qui est là depuis
on va dire 2-3 ans. Elle a toujours été, mais c'est vrai que ça s'est amplifié avec tout ce qu'on voit sur l'augmentation de l'énergie. Et c'est vrai que nos clients ou sont des gens qui ont une sensibilité écologique et autres, ou pas, qui se posent des questions, qui viennent, qui ont envie en tout cas de quelque chose de sain et qui sont attachés aussi à des produits qui sont issus de produits de fournisseurs locaux, français. Voilà, ils se lancent dans un chantier de rénovation, de construction et ils vont trouver des réponses chez nous et puis l'accompagnement. Mais il y a une dynamique de faire quand même par soi-même, avec l'appui de certains artisans, mais pas toujours. Et pour les aider à choisir, du coup, vous apportez effectivement du conseil dans les différentes typologies de matériaux que vous proposez. Alors peut-être qu'on peut passer en revue certaines. Tout à l'heure, Jean-Luc, tu parlais d'isolation, c'est peut-être le première gamme qui vient à l'esprit. On voit beaucoup de choses sur l'isolation. On sait aujourd'hui que la majeure partie de l'isolation en France, c'est encore de la laine de verre qui est utilisée, mais pourtant, il y a bien d'autres isolants qui existent, qui ont des vertus et des propriétés thermiques, acoustiques, écologiques aussi, bien sûr, et sur la santé qui sont intéressantes. Selon toi, Jean-Luc, comment est-ce qu'on aborde ce sujet de l'isolation dans un projet pour choisir l'isolant qui convient le mieux à notre projet? Qu'est-ce qu'il faut regarder par rapport à notre projet et à ce qui est disponible sur le marché? Ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'en fait, on découvre leur projet. C'est important qu'on discute. C'est pour ça qu'on a une équipe de 8 conseillers vendeurs qui vous répondent au téléphone, au mail, au chat. Donc, en fonction de la typologie de l'habitat, qu'on soit sur des murs, en isolation intérieure, extérieure, qu'on soit en toiture, en isolation sous les tuiles ou en isolation en sarking, qu'on soit sur du phonique, qu'on soit sur du thermique, toutes ces questions, on doit les poser. Et en fonction de l'humidité, de l'emplacement où on va poser l'isolant, de ce qu'on recherche, on va les orienter vers tel ou tel produit. Et aujourd'hui, l'isolant qui est le plus passe-partout, je dirais, qui est à la fois très efficace contre la chaleur, parce que c'est un vrai problème aujourd'hui et que les laines de verre ne sont pas efficaces sur ces produits-là. La laine de bois reste le best-seller, que ce soit en intérieur, en extérieur, sur du bâti ancien, sur de la maison Saturbois. C'est vraiment le produit pour nous le plus polyvalent. Mais dans certaines situations, on va opter pour des produits, par exemple, en coton quand on va chercher plus de phonique, des choses plus denses quand on va chercher des revêtements de sol. Quand c'est enterré, on va avoir aussi d'autres problématiques. Donc à chaque fois, en fonction, on a besoin de découvrir notre cliente, de connaître sa problématique pour le conseiller au mieux. Quand on est par exemple sur des voûtins, qu'il faut isoler des voûtins, il faut faire attention au poids, donc à l'humidité, donc on va avoir des produits encore une fois spécifiques. C'est vraiment une découverte qui va faire que pour telle typologie de travaux, on va vous orienter vers une gamme plus restreinte de matériaux, et aussi en fonction des capacités du client, parce que comme disait Marjorie, nos clients sont essentiellement des particuliers qui veulent faire eux-mêmes, donc il faut aussi qu'on ait la notion de leur degré de savoir-faire pour ne pas les envoyer vers des produits qui sont peut-être plus complexes à poser. Donc il faut aussi sentir ce dont ils sont capables de faire, et par des questions, et avec l'habitude aujourd'hui, on est capable vraiment de les renseigner au mieux. Et derrière, ces produits, pour nous, ce qui est important aussi, c'est qu'ils proviennent de la France, dans la mesure où la France sait les produire. Donc on essaye aussi de se sourcer en France un maximum. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai pour 80% de la gamme, c'est vrai pour les laines de bois, c'est vrai pour le bois qu'on essaie de faire venir de chez nous, de la forêt à côté de chez nous, et pas des bois du Nord, même si dans certaines situations, on prend des bois du Nord parce qu'on n'a pas le choix, mais à chaque fois, on essaie de trouver des produits locaux. C'est important pour nous. Et puis ces produits, il faut qu'ils soient au bon prix aussi, parce que ce qui est assez extraordinaire pour le bois, par exemple, on en fait faire 10 000 km et ils arrivent à être moins chers que les bois locaux. Donc ça, c'est un sujet. C'est pas simple, mais ça serait beaucoup plus simple de s'approvisionner sur les bois du Nord, mais on essaye un maximum de prendre des bois locaux pour tout ce qui est bois de construction. Donc ça, j'y suis vraiment attaché. La scierie est à 20 km de chez nous et c'est une vraie souplesse. Du coup, on se connaît bien, on va avoir des bois très facilement, du dépannage. Et on voit quelques échantillons d'isolants derrière vous. Peut-être tu peux nous les présenter, nous dire dans quel contexte ils sont les plus pertinents. Ouais. Alors, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est cette fameuse fibre de bois. Donc c'est fait avec des plaquettes de bois qui sont broyées, elles sont séchées et puis assemblées entre elles avec une fibre polyester en très faible quantité. C'est chauffé, cette fibre fond, elle vient agglomérer les fibres entre elles
on arrive à avoir un produit qui fait entre 50 et 60 kg de densité, qui a un lambda à 0,036. Donc c'est les meilleurs lambdas du marché. En fait, c'est un très bon compromis entre l'isolation contre la chaleur et l'isolation contre le froid. Donc ça a une meilleure densité que par exemple la laine de verre, et c'est pour ça que ça a un meilleur comportement, notamment au confort d'été, quoi. Confort d'été et aussi entassement, le fait que ce soit un produit qui est plus dense, il va pas se tasser dans le temps, donc il va rester efficace au bout de 20 ans. Alors qu'une laine de verre va tendance à se tasser énormément et les hauts des murs vont plus être isolés, alors qu'avec un produit comme celui-ci, il n'y a aucun problème de tassement, quoi. Et c'est vrai que, quelle que soit la région de France aujourd'hui, tout le monde se soucie de la question de la chaleur et pas que ne pas avoir froid l'hiver et de pas trop chauffer. Il y a cette question de confort l'été aussi, et c'est vrai que la laine de bois, par rapport à ça, si on compare par rapport à la laine de verre, elle a vraiment ce plus. Elle a double effet, quoi. Donc c'est un avantage au moment de la pose qui se retrouve dans le long terme, quoi. Enfin, dans le confort au quotidien toute l'année. C'est ça. Et c'est un produit qui est un peu plus compliqué à poser qu'une laine de verre parce que c'est plus dense, donc il faut l'ajuster un peu mieux. Donc dans certaines situations, par exemple sur des charpentes anciennes, on a beaucoup d'irrégularités, c'est pas évident à poser. Et dans ce cas-là, on peut s'orienter vers des produits qui sont plus souples. Donc chanvre-lin, coteau, Biofib Trio, c'est plus souple, ça passe mieux entre les montants. Et ce produit-là, on va plus le préconiser si on est sur de la charpente un peu ancienne, vraiment très régulière. On aura un produit comme celui-ci, fabriqué en France aussi, un Biofib Trio, enfin un bon produit pour de la rénovation un peu compliquée. Ça, je précise, Biofib, par exemple, c'est une coopérative qui est dans l'ouest de la France. Les fibres de bois, il y en a beaucoup aussi dans les Landes, enfin dans le sud-ouest des fabricants. Et je précise aussi simplement, c'est fabriqué à partir de chutes de bois et on n'abat pas des chênes centenaires pour faire de l'isolation. Donc, ça a aussi une économie circulaire qui est intéressante dans cette boucle-là de production des isolants biosourcés. Après, on peut parler du coton aussi, le coton recyclé, c'est aussi vraiment un produit issu du recyclage. C'est tous les vêtements que nos jeunes achètent et qui mettent très peu de temps et qui baignent. Donc ça, c'est récupéré. Un super isolant acoustique. Ouais, c'est très très bon en acoustique. C'est super agréable à poser, c'est super doux. Ça se coupe assez facilement. Ça existe dans des épaisseurs assez fines. On est sur du 50 ici, donc ça en cloison, c'est excellent. C'est un très bon absorbeur. C'est vraiment, en phonique, c'est un très très bon produit. Et en plus, c'est issu du recyclage. Ça fait bosser des gens dans la précarité parce que c'est issu du relais métis ou d'un autre fabricant qui s'appelle Buitex. Donc ces produits-là sont vraiment aussi très intéressants. On va avoir aussi des produits à base de ouate de cellulose. Donc ouate de cellulose, c'est du papier recyclé, très très bon aussi en phonique. Donc c'est aussi une alternative au coton. Donc en fonction des configurations, on va s'orienter vers tel ou tel produit. Et là, c'est à nous conseiller en fonction de votre chantier. On va vous orienter vers tel produit plutôt que tel autre. Derrière, on aperçoit un panneau de liège. Donc lui, c'est pas une production française, même s'il y a une toute petite production française, mais elle reste confidentielle. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont pour nous issus du Portugal. Le liège, c'est le produit isolant naturel le plus connu, il me semble, qu'on va réserver dans certaines situations. On a un problème de compression, on a un problème d'humidité, on veut l'enduire. Ça reste un produit cher, mais dans certaines situations, il est très adapté dans certaines situations, pas dans d'autres. Encore une fois, ça va dépendre de la configuration du chantier parce qu'il est compliqué à découper et à ajuster. Faut pas y compter. Donc c'est encore une fois dans des situations bien particulières qu'on va partir vers ce produit-là. Oui, par exemple pour des isolations de plafond de cave ou de milieu humide comme ça, de garage, de choses comme ça, le liège a cette propriété d'être bien résistant à l'humidité. Le fait quand il y a de l'humidité, le liège est assez requis. La fibre de bois, donc tout à l'heure j'en parlais, mais elle était souple. Maintenant elle est rigide. Hein, on a vraiment deux configurations assez différentes. C'est de la fibre de bois, la matière première est la même, sauf que ici elle est densifiée. Donc on a un produit qui fait 110, 140, 180 kg par mètre cube, qui sert lui à faire de l'isolation, donc souvent en toiture ou en mur quand on veut enduire par exemple. Donc, il a l'avantage d'être, lui, plus performant contre la chaleur estivale parce que plus dense, donc les rayons du soleil ont plus de difficultés à passer au travers. Donc ça, c'est la fibre de bois dense. Un petit dernier qui arrive, c'est issu de bouteilles de plastique recyclé, isopolaire, par fabrication française aussi. Donc, on fait un isolant qui est hyper résistant en humidité, donc qui est pratique aussi dans certains cas, dans des caves, des choses comme ça. Lui, il est complètement insensible à l'humidité, donc ça, c'est assez pratique. Dans des cas bien particuliers, toujours issu du recyclage, fabrication française. On aime bien aussi celui-là. Il a une bonne densité celui-là ou un peu moins peut-être? Alors,
Non, il n'a pas une bonne densité, c'est pour ça que je le préconiserais pas en toiture. D'accord. Mais quand il y a un mur qui a de la densité, où on cherche justement pas de densité, pas de déphasage, ce produit-là est approprié. Encore une fois, c'est pour ça que c'est très important de découvrir le chantier du client pour vraiment l'orienter vers le bon produit en fonction de l'endroit où il souhaite le mettre. Il y a même des murs qu'on va faire, par exemple, avec un produit comme ça, peu dense dans le bas, parce qu'il y a des sujets de remontée du capillaire. Donc, on va proposer ce produit dans le bas du mur. Et dès qu'on sera au-dessus des remontées capillaires, on va proposer un autre produit plus dense, comme de la laine de bois, parce qu'à ce moment-là, on aura besoin de densité, alors qu'en bas, on peut pas la mettre parce qu'il y a trop de remontées capillaires. Et donc devant ces isolants, on préconise généralement de mettre une membrane, un frein vapeur, quelque chose comme ça, et puis après peut-être une plaque pour faire un doublage ou une cloison. Quel produit vous préconisez le plus souvent? Qu'est-ce qui est pertinent de regarder sur ces typologies de matériaux? Avec nos produits, il est important que les murs soient respirants, c'est-à-dire qu'ils laissent passer la vapeur d'eau. Il faut savoir qu'une maison, en hiver, en fait, on la chauffe, elle est en pression et la vapeur d'eau va migrer dans l'isolant vers l'extérieur, alors qu'en été, le système s'inverse, c'est la chaleur extérieure qui va mettre la maison en dépression et du coup, l'humidité va rentrer dans la maison. Donc, il faut pour ça réguler cette humidité qui va rentrer et sortir, et pour ça, on utilise des freins vapeur, donc des produits qui vont freiner la migration de la vapeur d'eau, parce que nos isolants, supportent cette humidité, ce qui n'est pas le cas d'une laine de verre. En général, la laine de verre, on utilise des pare vapeur qui sont complètement étanches, avec lesquels il n'y a aucun échange intérieur-extérieur. Donc, c'est des freins vapeur, et chez nous, on travaille avec deux marques, Salola et Proclimat, qui sont on va dire des leaders sur le marché, et qui sont capables d'appréhender toutes les situations. Notamment quand on est en dessous de 1000 mètres, c'est assez simple, mais quand on dépasse 1000 mètres d'altitude, il y a quand même des particularités, et là, on se fait aider, notamment avec les bureaux d'études de chez nos fournisseurs, pour préconiser le bon produit au bon endroit. Là, on fait aussi très attention, parce que les dégâts se passent dans la cloison, on ne les voit pas, et au bout de quelques années, il peut y avoir vraiment des gros dégâts de pourrissement. Et ça, quand on s'en rend compte, il est souvent trop tard. Donc, c'est important de bien maîtriser cette membrane intérieure et extérieure pour justement éviter ces dégâts qui peuvent être vraiment nuisants pour le bâti, pour la structure. En altitude, c'est quoi la problématique? C'est une humidité qui peut être plus forte? Les échanges sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la phase de réchauffement, elle est beaucoup plus courte. Donc, l'isolant se charge plus en humidité. Et s'il n'y a pas la phase de séchage avec l'été, le comportement est pas le même. Donc, il faut faire attention au-dessus de 1000 mètres. En général, on fait très attention à ça. Il y a des particularités que là, on étudie en fonction de la configuration. Souvent, on appelle Proclimat en disant, voilà, on est dans telle situation. Ils ont des outils pour faire des simulations et en fonction, on préconise le produit qui va être plus adapté. Souvent, on freine la migration des vapeurs d'eau dans les isolants parce qu'on n'est pas capable de les faire sécher. Donc, on a des produits qui vont être plus fermés à la migration de la vapeur d'eau. Et là, on se fait aider très clairement parce que c'est du spécifique. On se fait aider par nos fournisseurs. Et devant ça, en termes de parement, on parle beaucoup du Fermacell qui a beaucoup de propriétés intéressantes. J'imagine que vous en proposez. Est-ce que vous avez aussi d'autres typologies de parements qui sont intéressantes? Oui, le Fermacell reste effectivement un très bon parement parce qu'il laisse la paroi respirer, encore une fois. Il est très résistant, donc on peut accrocher des meubles dedans, ce qui n'est pas du tout le cas du placo. Je sais pas si certains ont fait l'expérience d'accrocher des meubles de salle de bain ou des meubles de cuisine dans du placo. C'est pas toujours évident. Donc, quand nos clients viennent nous voir et disent c'est tout en placo, on peut aussi plaquer un mur avec du Fermacell par-dessus un placo pour apporter de la résistance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, ou ou isoler complètement sa maison, enfin fermer sa maison avec du Fermacell. C'est surtout très intéressant en ossature bois, parce qu'on peut visser un Fermacell dans une ossature bois directement. Donc c'est pas possible pour un placo, une plaque de plâtre classique. Donc le Fermacell est très intéressant dans ce cas-là. Attention, c'est beaucoup plus cher, c'est plus compliqué à poser, mais ça a des intérêts. On s'y retrouve vraiment, pareil encore une fois, sur le long terme à vivre dedans, à utiliser en termes de confort. Bien sûr, parce que c'est résistant à l'humidité, c'est résistant au feu. Enfin, ça a plein de qualités, alors que chez placo ou plaque de plâtre en général, il faut un produit spécifique pour la cheminée, un produit spécifique pour la salle de bain. Chez Fermacell, il y a un seul produit qui fait tout, et ça, c'est quand même assez confort. Oui, et puis finalement, quand on compare les prix entre la plaque de Fermacell et puis les plaques de placo-plâtre hydrofuge ou inifugé ou acoustique, on est sur des prix qui sont assez proches. Donc, tout à fait. Cette différence qu'on voit beaucoup entre le placo de base et puis le Fermacell n'est pas toujours valable, ça dépend de l'usage. C'est tout à fait ça. C'est vrai que sur le produit basique, Fermacell est décalé en prix. En revanche, dès qu'on attaque sur les produits phoniques, résistance au feu ou hydrofuge, là, le Fermacell devient très compétitif. Vraiment.
Ben, on peut passer sur, du coup, si on continue dans la progression, sur les enduits muraux, sur les peintures. Là aussi, il y a beaucoup de possibilités et parfois les personnes qui s'engagent dans des travaux sont un peu perdues sur la nature des peintures qu'ils peuvent choisir et pourquoi c'est pertinent de s'orienter vers des peintures plus saines, qui peuvent être aussi parfois plus onéreuses, mais c'est important d'expliquer pourquoi ça a un intérêt. Au niveau justement de ces peintures ou des enduits, quelle gamme vous avez, qu'est-ce qui existe et pourquoi c'est intéressant? Alors, on travaille avec deux gammes essentiellement, Natura et Keim, qui sont des peintures qui sont très couvrantes, qui sont vraiment sans composés organiques volatiles, parce que c'est vrai que quand vous mettez une peinture, il y a celui qui la met qui peut respirer les odeurs, mais aussi il y a celui qui vit dans la pièce, parce que ces peintures vont dégager des composés, enfin des COFs, ce qu'on appelle des COFs, qui sont pas très bons pour la santé. Donc ça, on fait attention à avoir des produits qui sont relativement propres. Chez nous, quand on peint, il n'y a pas d'odeur, quoi. Alors si c'est une odeur d'huile de lin peut-être, mais il y a vraiment pas d'odeur. Enfin, plusieurs reprises, nous on les teste dans le bâtiment, on les teste chez nous, on les teste partout, parce qu'on applique aussi nos produits. C'est important pour nous d'appliquer nos produits, notamment pour notre bâtiment. On fait attention à la composition des produits. Et si notre fournisseur change de composition, on est aussi très vigilant là-dessus pour justement pas introduire de produits qui seraient pas conformes à nos règles en tout cas et contenir trop de composés organiques volatiles. Dans ce cas-là, on les sort de la gamme parce que ça nous intéresse pas. Ou alors il n'y a pas d'équivalent et dans ce cas-là on les garde et on explique à nos clients pourquoi on les garde, parce qu'il y a des cas aussi il n'y a pas d'équivalent. Donc on fait aussi attention à ça, c'est qu'on n'est pas des intégristes non plus. Et quand il n'y a pas la solution propre, on propose une solution intermédiaire, mais on l'explique aussi à nos clients. Donc ça, c'est plus pour les peintures. Donc vous avez des peintures minérales, des peintures plus classiques à base d'huile végétale, peut-être, notamment. Oui. Sur les enduits, proposer des enduits de finition ou de préparation à base de chaux, de terre crue. C'est ça, de chaux, de terre, c'est les deux enduits qu'on va proposer le plus. Soit préparés, soit à préparer. On va travailler avec des marques comme Pozzo Nuovo, qui est un fabricant local, qui fait des chaux assez extraordinaires, qui sont déjà prêtes à l'avance. Des enduits aussi qui sont tout prêts, avec des granulométries qui sont différentes, qu'on peut mettre en intérieur, qu'on peut mettre en extérieur, qui laissent respirer les murs, en intérieur comme en extérieur. Donc ça, c'est des produits qu'on aime beaucoup. Relativement faciles à mettre en œuvre parce qu'assez collants, parce que nos clients sont principalement des particuliers. C'est pas des professionnels et que la mise en œuvre sur ces produits-là demande un peu de technique. Et quand ça colle, c'est quand même plus agréable que quand ça tombe directement, parce que il y a des produits pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Et on aime bien des produits qui sont plutôt faciles à mettre en œuvre. Et dans certains cas, on travaille avec des enduiseurs qui sont un peu plus connus, qui mettent un peu de colle, parce que cette colle qu'ils ajoutent, elle facilite grandement la mise en œuvre. Et ça, on le sait aussi. Et qu'à un moment donné, tout le monde n'a pas le geste de jeter un enduit sur un mur. Tout le monde n'a pas ce geste-là. Il faut être capable de malgré tout le faire avec un produit un peu plus collant, et ça fonctionne très bien. On l'a aussi testé tous les deux et franchement, ça marche bien, quoi. Donc on a différentes gammes d'enduits, de terre, de chaux. On travaille majoritairement à la chaux quand même, mais on a une gamme aussi d'enduits colorés, naturels. Tout ce qu'il faut pour faire une finition intérieure, en fait. Et dans vos discussions avec les porteurs de projets, du coup, vous leur expliquez aussi, d'une certaine manière, la mise en œuvre et quels outils il faut utiliser, à quel moment, etc. C'est ça, en fait. Moi qui bricole beaucoup et qui n'y consacre généralement que le week-end, si je dois attaquer un chantier samedi matin et qu'il me manque la spatule, qu'il me manque la truelle, qui me manque le pinceau, je trouve ça vraiment très agaçant, et d'aller perdre 2 heures dans un magasin pour aller chercher des accessoires, je trouve ça dommage. Donc quand on vend un produit, on vend tous les accessoires qui vont avec. C'est-à-dire que quand la palette arrive chez vous, il y a tout pour faire, quoi. Vraiment, si vous nous le demandez, bien évidemment, on vous le propose. Si vous êtes déjà bricoleur, vous avez souvent les outils, mais si vous les avez pas, on vous les propose. La gamme d'accessoires qu'on a correspond aux produits qu'on propose. C'est important pour nous que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour démarrer votre chantier, et pas passer 2 heures à compléter votre
votre marchandise parce que vous n'avez pas les produits qu'il faut pour mettre en œuvre. Et c'est vrai que ça fait partie des choses assez positives qu'on nous fait comme retour, c'est que le site, il a été construit en fait, à l'origine, c'est Jean-Luc qui a démarré tout seul, et il l'a fait de façon assez intuitive, comme lui, il aimerait qu'on lui explique en tant que bricoleur. Et c'est vrai que le site s'est construit comme ça, et on a cette idée tout le temps d'essayer de simplifier ou de faciliter la tâche. Donc en principe, quand vous avez un produit, on va vous proposer dans la foulée des accessoires. Il y a des dossiers d'explication, il y a des mises en œuvre, donc déjà sur le site, on est tout seul face à son écran, on peut préparer son chantier, l'imaginer, on avance déjà vraiment dans sa réflexion, dans son besoin, on découvre aussi des choses. Après, on peut se le faire valider avec un conseiller au téléphone. Et voilà, nous c'est important qu'il y ait de l'humain, on est un site internet, mais on n'est pas, comment dire. Ouais, il y a une dimension humaine. On veut garder ce contact-là avec nos clients, ce côté conseil, cette petite différence peut-être par rapport à d'autres distributions. Et c'est vrai que du coup, voilà, sur le site déjà, il y a tout ce côté-là, accessoires, les besoins, le timing, la mise en œuvre. Voilà, on peut déjà se décomplexer pas mal, je trouve, à partir du site. Vous les aidez aussi sur le calpinage, le dimensionnement, les quantités, j'imagine, dont ils ont besoin, parce que c'est vrai que pour avoir côtoyé, interrogé beaucoup d'autoconstructeurs, tu le disais Jean-Luc, souvent on fait ça le soir ou le week-end et chaque minute compte, on va dire, peut-être encore plus que quand on est artisan, parce que voilà, quand on se lance sur un après-midi de chantier, on a quand même envie que ça avance, parce qu'après il faut s'occuper de la maison ou des enfants, etc. Et c'est bien de pouvoir bien anticiper avant de se lancer trop vite et d'avoir ce qu'il faut sous la main, quoi. Tout à fait. C'est primordial parce que c'est vrai qu'un chantier bien préparé, ça se passe souvent bien. Alors que si on improvise, ça peut vite être catastrophique si on respecte pas les bonnes règles, quoi. Donc attention, quoi. Effectivement, on fait du dimensionnement, j'en ai pas parlé, mais on vend aussi des bois d'ossature et des poutres en I sur lesquelles on fait le dimensionnement. Parce que sur des chantiers simples, des planchers simples, on va faire du dimensionnement. Dès que ça devient complexe, on va passer par un bureau d'études qui est intégré chez notre fournisseur. Mais la plupart du temps, c'est relativement simple et on arrive à leur préconiser les bons produits, le bon dimensionnement, le bon écartement, la bonne section, qui fait que les choses se passent bien. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu un souci. Donc, il n'y a pas de raison qu'on en ait. Et quand on ne se sent pas au niveau, on demande à notre fournisseur qui a un bureau d'études et qui, lui, nous valide les calculs. Les particuliers sont accompagnés aussi parfois par des archis ou ils vont aller consulter un bureau d'études pour se rassurer eux aussi dans la mise en œuvre parce qu'ils ont envie de le faire eux. Ils vont prendre des infos, etc. Mais ils vont s'appuyer aussi sur des docs professionnels pour être sûrs et certains de comment ils se lancent et puis ils y vont. Ouais, c'est toute une alchimie qu'il faut réussir à mettre en place pour que ça fonctionne bien et vous y participez grandement, donc c'est intéressant. On peut peut-être parler d'une autre typologie de matériaux, c'est les revêtements de sol. Qu'est-ce que vous conseillez? Et peut-être en faisant par typologie de pièces, on va dire pièces de vie, puis pièces humides, qu'est-ce qui existe et qui est intéressant? Alors, dans notre gamme, nous, on a des parquets chênes, des parquets châtaigniers, et puis on va aussi avoir des terres cuites. C'est ce qu'on va proposer majoritairement. Même si dans des pièces humides, les produits comme le chêne fonctionnent plutôt bien, la terre cuite évidemment, mais il faut traiter, il faut faire attention à certaines choses. C'est vrai que c'est pas aussi résistant que peut l'être un carrelage traditionnel, mais c'est pas non plus la même chaleur, c'est pas le même aspect. Donc voilà les trois produits qu'on va proposer pour le sol. Je parle pas des OSB que certains laissent au sol comme ça parce que c'est devenu un phénomène de mode aussi. Mais on a le béton ciré aussi. On a les bétons cirés aussi, qui sont pas écologiques, mais qui sont économiques dans la façon de faire, parce qu'on peut les mettre sur un carrelage existant, donc ça évite des déchets, ça évite d'enlever le carrelage, tout ça. Donc ça correspond aussi à un type de client qui a pas trop envie de s'embêter et qui veut pas non plus recouper toutes ses portes, tout casser. On travaille sur des épaisseurs qui sont assez fines, 3-5 mm. Et dans ce cas-là, c'est intéressant au niveau de la gestion des déchets, puisque on n'a pas tout à enlever. Et que tous nos clients ne sont pas des gros bricoleurs et qu'à un moment donné aussi, il faut trouver des solutions qui soient simples à mettre en œuvre. Et le béton ciré en est une, parce qu'on travaille avec une entreprise qui est locale aussi. Et pour l'avoir mis en œuvre aussi à plusieurs reprises, c'est relativement simple. Ça se travaille, ça se retravaille, ça se ponce quand ça s'abîme. Donc c'est assez confortable à mettre en œuvre. On a le droit de se rater. C'est pas définitif. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nos clients qui sont pas des experts. Et quand on fait la première fois son béton ciré, ça peut être compliqué, mais c'est pas grave si ça fonctionne pas, parce qu'on peut poncer avec une ponceuse classique
et puis remettre, ajuster, remettre le produit de finition. Donc ça, c'est quand même assez agréable de pouvoir se lancer, de se dire bon, j'ai le droit de me tromper, je vais pouvoir me refaire quoi. Vous évoquiez tous les deux ce lien intime qui se crée entre un projet, un bâtiment, des matériaux et puis les occupants. Donc ça fait la transition vers le chantier que vous avez fait, le bâtiment que vous avez conçu dans lequel vous vous occupez aujourd'hui pour Matériaux Naturels. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, du coup, quelle a été la philosophie et l'approche par rapport à ce bâtiment et quels matériaux vous avez choisi d'utiliser et pourquoi? Alors, c'est notre troisième bâtiment en fait. Donc le premier on l'a loué, le deuxième on l'a construit et le troisième on l'a construit également. En fait, en préambule, je voulais que toutes les équipes, on est aujourd'hui près de 30 personnes dans le négoce, je voulais que toutes les équipes puissent communiquer entre elles. Et en fait, je leur ai posé la question, quel était pour eux le bureau idéal, la configuration idéale. Et de ça, on a fait des bureaux avec des surfaces et des interactions entre les différents bureaux. Donc ça, c'est la première chose, c'est consulter les équipes, comment ils veulent travailler. Donc ça a pris un peu de temps, mais on a pu avoir des surfaces par service et puis des interactions. Donc une fois qu'on avait ça, on avait à peu près le volume administratif qu'il nous fallait. Et après, on a déterminé un volume de stockage. Donc aujourd'hui, on vit sur 2500 mètres carrés. Et moi, j'avais à cœur de le faire en ossature bois, pas en métal, parce que le bois, ça stocke du carbone et que c'est un produit, à mon sens, très très noble. Donc on a fait le bâtiment entièrement en ossature bois, avec des portées importantes, puisqu'il y a 24 mètres de portée, sans piquer, parce que c'est du stockage et qu'il fallait pas qu'il y ait de piquet intermédiaire. Donc c'est une ossature en Douglas pour la partie qui est extérieure, une partie en épicéa contrecollée pour la partie abritée. Donc isolé avec du fermacell, de la laine de bois, c'est fini comme on peut le voir derrière, majoritairement avec de l'OSB. Ça nous convient, ça fait pas ostentatoire et nous on voulait pas de ça, on voulait quelque chose au bon prix aussi, parce que c'est facile quand on a des moyens colossaux de faire des bâtiments extraordinaires. Moi, j'avais pas des moyens colossaux. Ce qui paye le bâtiment, c'est l'activité. Donc, à un moment donné, aussi, il fallait être rationnel. Et moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, moi, je suis allé voir des bâtiments en Allemagne qui étaient géniaux, mais quand on demande des prix au mètre carré, enfin, c'est complètement délirant, quoi. Complètement délirant. Moi, ce bâtiment, il est tout à fait raisonnable en prix au mètre carré. Il est identique à des prix pour des bâtiments comme ça, en général, fait en métal. Il est identique à ces prix-là. C'est ce que je voulais aussi, c'est que je voulais que ce soit rationnel aussi d'un point de vue financier, c'est que il fallait que qu'on puisse payer des crédits et c'est le cas aujourd'hui dans ce bâtiment. Et c'est très étonnant, ça fait maintenant 4 ans qu'on est dedans. Encore la semaine dernière, quelqu'un qui rentre, il dit comme ça, il y a quelque chose de particulier dans le bâtiment, parce qu'il est vraiment en ossature bois, les cloisons sont en bois, les structures sont en bois, l'isolant est en bois. Il y a vraiment un truc sympa. Donc ça, c'est pour la partie enveloppe du bâtiment, sur laquelle on a fait très attention. Puis après, on a fait esthétique aussi. Et puis ça reste on a fait des très choses esthétique. Mais aussi, on a fait attention aux extérieurs, c'est qu'on a gardé une partie pelouse, on a des sèches, on a une mare, on a des nichoirs. On a voulu aussi redonner un peu de vie à cet endroit qu'on a quand même pas mal chahuté. Et pour ça, on a une chouette qui niche sur la terrasse, on a des chauves-souris, on a des grenouilles, donc c'est génial. On est dans une zone indus, mais un petit bout de campagne dans une zone indus. Donc ça, des arbres fruitiers. Ouais, des arbres fruitiers. Non, c'est pas une pelouse, hein, c'est pas du tout. Ouais, c'est pas une pelouse. C'est pas de la pelouse. C'est plus une prairie. C'est plus une prairie, ouais. On tond assez peu, mais parce que justement il y a de la biodiversité et c'est chouette. Et ce qui est génial, c'est vrai qu'on a fait une mare avec nos matériaux, donc en l'occurrence la bâche PDM et voilà, et il y a des récupérations d'eau, il y a des cuves, il y a plein de choses qui fonctionnent. Enfin, on a essayé de faire un site un petit peu autonome. On passe aussi au niveau photovoltaïque, il y a des projets, des choses qui ont été mises en place. Et cette marque qui donc se retrouve là, mais en l'espace de très peu de temps, on se retrouve avec des libellules, avec des grenouilles. Enfin, il y a une vie, c'est très très sympa et ça donne un petit peu. Alors, c'est pas qu'on est des gens à suivre ou l'exemple, mais en tout cas, ça interpelle certains. Et autour de nous, en tout cas en Drôme Ardèche, il y a notamment une association qui s'est construite. Enfin, c'est plus un groupement d'entreprises, ça s'appelle Continuum, où justement, c'est comment, en tant qu'entreprise, on peut aussi faire attention, respecter à son niveau la nature, la biodiversité et comment on construit. Parce que oui, il faut, voilà, économiquement, il y a besoin de bâtiments, il y a besoin de choses, mais on peut bien le penser pour vivre dedans, pour pas trop consommer et puis par rapport à ce qui nous entoure et c'est vrai que plus en plus autour de nous
d'autres collègues entrepreneurs font attention et se lancent aussi un petit peu avec cette approche-là du monde de l'entreprise, et c'est plutôt sympa. Et ça permet aussi de donner une image. Quand on recrute aussi, on a une image qui est attirante. Aujourd'hui, on n'est pas connu, faut pas penser qu'on soit connu. Donc aujourd'hui, quand on vient nous voir dans notre bâtiment, ça crée aussi une attirance. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'appétence pour ce genre de bâtiment, se disent qu'il doit y avoir quelque chose dans cette entreprise. On fait pas un bâtiment comme ça par hasard. Et du coup, ça nous donne, ça nous donne de la crédibilité quand on recrute aussi, et ce qui est loin d'être simple aujourd'hui. Et donc, les gens qui viennent nous voir sont aussi sensibles au bâtiment, à ce qu'on y fait, à la façon dont on gère les hommes aussi, parce qu'on essaye de s'occuper aussi des personnes. Donc, quand on a parlé de l'enveloppe, on a parlé de l'extérieur, mais chez nous, on fait aussi du sport entre midi et deux. On a un coach 2 fois par semaine. Donc, on prend soin aussi des hommes. Je pense qu'on peut pas prendre soin de la nature si on ne prend pas soin de ces hommes. Ouais, par rapport à l'activité que vous faites, effectivement, ce côté démonstrateur, ça a évidemment beaucoup de sens. Et je trouve que dans l'éco-construction, peut-être encore plus, les personnes, pour être convaincues, souvent elles ont besoin d'appréhender quand même ces notions de confort, ces notions un peu sensibles liées aux matériaux. Et vous avez un showroom par exemple aussi qui permet aux personnes de toucher, de voir un petit peu quel est le ressenti des différents. Ouais. On a une pièce en fait dédiée à nos isolants, et en fait le fait de rentrer dans la pièce quand on parle, qu'on rentre dans la pièce, c'est marrant. Il y a un effet assourdissant qui est assez exceptionnel. On n'a même pas besoin d'en parler. On amène les gens dans la pièce. Ah oui. Donc en fait, il y a tous les isolants sur les murs, et c'est très très surprenant. On faisait l'expérience il y a pas très longtemps dans un bureau. On a mis 2 paquets d'isolants dans le bureau, et en fait, ça a une capacité à absorber le bruit qui est impressionnante. Faut le vivre, et cette pièce de ce magasin, cette petite pièce de démo est une super expérience pour nous, parce qu'il faut venir en magasin, mais ceux qui viennent en magasin, quand ils viennent là-dedans, ils disent je veux du phonique, je vais vous amener là, et c'est bon, quoi. C'est acquis, quoi. C'est vraiment flagrant, quoi. C'est très très absorbant. En fait, c'est ni plus ni moins que ce qu'on met dans les salles de cinéma, ces fameux textiles qu'on met au mur, c'est très absorbant. On a la même chose, en épaisseur un peu plus importante, et qui est à la fois absorbant phonique et isolant thermique, et ça marche vraiment vraiment très bien, quoi. Vraiment très bien, c'est très agréable à poser. Pour convaincre, il n'y a pas mieux, j'ai envie de dire. Peut-être pour un dernier point sur le chantier, est-ce que vous avez une anecdote aussi sur ce chantier ou un apprentissage que vous avez eu dans cette expérience de conception, construction d'un nouveau bâtiment que vous pourriez partager aux personnes qui nous écoutent, qui elles aussi, pour beaucoup d'entre elles, se lancent aussi dans un projet de travaux. Qu'est-ce que ça vous a appris, ce nouveau bâtiment ? J'ai envie de dire qu'il faut de l'énergie pour faire ça. C'est que le fait de le faire en ossature bois, déjà, vous n'avez pas beaucoup de devis. Quand vous avez 2 devis, vous êtes content. En métal, vous avez 10 devis. Donc, il faut de l'énergie. C'est comme quand on achète du bois en France par rapport à acheter dans les pays du Nord. Vous avez 10 offres en pays du Nord, et vous en avez 2 en bois français. Le bois français est parfois plus délicat à travailler. Donc, c'est pareil, il faut de l'énergie pour faire un bâtiment en ossature bois, mais quelle satisfaction quand on est dedans, quoi. Quelle satisfaction. Je suis ravi d'y avoir passé du temps. Pas tant que ça, puisque la construction a duré 8 mois, donc c'est quand même pour un bâtiment de 1500 m², 500 m² de bureau en période de Covid. Donc on a commencé les travaux début 2020, on a dû s'arrêter 2 mois, et on a continué derrière, on a su livrer fin d'année. Donc c'est de l'énergie, mais l'énergie vaut le coup, je trouve, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, quand on rentre dans ce bâtiment, on se dit, qu'est-ce qu'on y est bien, quoi. Et on n'a rien fait d'extraordinaire, Mais il y a une terrasse à l'étage, il y a une cuisine qui est super sympa, on vit tous au rez-de-chaussée. Et l'étage, c'est dédié aux pièces de réunion, aux espaces de vie, de salles de sport. On vit tous au rez-de-chaussée. Il y a vraiment de l'échange, et c'est vraiment agréable. Il faut rentrer dedans pour se rendre compte de l'agrément qu'apporte l'ossature bois et l'isolation en laine de bois. Par exemple, on a récemment fait une maison d'ossature bois aussi, parce que on avait envie de vraiment mettre en œuvre de A à Z. On est parti d'un terrain et on a fait une maison d'ossature bois de A à Z. Et les artisans qui venaient dans la maison et qui ne connaissaient pas la structure ossature bois et l'isolant étaient très surpris du rendu, de l'assourdissant, l'assour en fait que présentent ces produits, sans qu'on leur ait dit quoi que ce soit. Mais comment est faite cette maison, quoi. Et c'était c'était surprenant, puisque eux ne le savaient pas. Plombier, maçon, celui qui a fait la dalle, ils savaient pas ce qu'on allait faire derrière. Ils ont été agréablement surpris de cette ossature bois et du confort que ça apportait.
Bah justement, on arrive un peu sur la fin et j'ai quelques questions peut-être un peu plus personnelles. À quoi, et si tout était possible, peut-être que c'est déjà réalisé, mais à quoi ça ressemblerait pour vous deux votre maison idéale en termes de peut-être de contexte, d'architecture, de matériaux, de système aussi? Il y aurait de la pierre et du bois parce qu'on Ouais. on adore la pierre et on adore le bois aussi pour son confort. Les deux vont bien ensemble, donc il y aurait de la pierre et du bois. Isolé évidemment, très isolé. Euh, Moi, il y aurait une cour intérieure, une espèce de centre de vie avec l'habitat autour, avec des terrasses, une ambiance bioclimatique avec des grandes ouvertures, mais voilà, avec ce qu'il faut en végétal au-dessus l'été, qui se rend plus naturel l'hiver, le soleil rentre. Enfin, moi, ça serait ça. D'ossature bois, nos isolants évidemment, et puis ouais, une espèce de cour intérieure où la lumière, le soleil vit, et puis voilà, il y a de la pierre en effet. des chiens et une mare d'eau, Voilà. puis des enfants. Et est-ce qu'il y a un ouvrage ou un livre que vous voudriez partager aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent ça peut être sur ce sujet d'éco-construction ou peut-être plus un livre qui vous a inspiré particulièrement dans vos projets? C'est plus deux revues. Moi, c'est La Maison écologique, qui reste vraiment Ouais. aujourd'hui une référence. Et puis Système D, parce que Système D, moi, c'est un livre que je lis depuis des années. Mon père y est abonné, je le suis également. Et ils viennent progressivement à des matériaux plus écologiques et ils ont des conseils de mise en œuvre que je trouve assez sympathiques. Ouais. Moi, c'est mes bibles. Et puis aussi, j'ai envie de dire, lisez les dossiers qu'on fait. Ce sont des dossiers qui sont faits par une personne chez nous qui a été charpentier, menuisier, qui a touché à tout, qui est très pertinent. C'est un bricoleur, donc il vous donne pas des théories, il vous dit comment faut faire. Et je trouve que ça, en fonction de la problématique que vous avez, on a un tas de dossiers sur chaque sujet et qui sont vraiment fouillés maintenant. On va loin, on fait attention à respecter les règles, les DTU. Vous voulez vous lancer dans une structure ossature bois, vous lisez nos dossiers, vous appelez Nicolas. Il y a peu de chances que vous trompiez, quoi. Enfin, donc la maison écologique, Système D et puis et nos dossiers. Alors moi, en bouquin, je lis pas beaucoup, entre guillemets. Alors moi, je suis peut-être plus déco que bricolage. Donc ça sera. Et ce qui est très très bien, c'est qu'avec des matériaux écologiques, on peut faire des très très belles choses aussi en décoration. Et voilà, des produits naturels. Voilà, moi, ça serait plus de la créativité, des choses qui tournent autour de ça. Et entre créer des meubles ou réaménager, repeindre, relooker, ouais, voilà. Chiner, enfin c'est plus des choses comme ça et ça tournera moi plus autour de la déco écolo, on va dire. Et est-ce qu'il y a une citation, un mantra qui vous vient souvent à l'esprit, qui vous inspire? Il n'y a que le travail qui paye. Vous, l'entrepreneur. Moi c'est plus de l'ordre fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse à toi et voilà. Donc du coup à partir de là les choix de vie ils se trament de cette façon, quoi. Ben, merci pour vos partages. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut donc orienter les personnes qui veulent prendre contact avec vous? J'imagine sur le site matériaux-naturel.fr. Vous êtes aussi présent sur certains réseaux sociaux. Sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On a une chaîne YouTube, mais qui est encore un petit peu jeune, qui mériterait. Il faudrait qu'on ait un petit peu plus de mise en œuvre, qu'on prenne le temps de faire des petits tutos, des choses, d'amener, voilà. Donc ça, on va y travailler. Et puis, on est donc joignable par téléphone et sur Internet et à la boutique, donc à Chabeuil dans la Drôme. Et donc, l'avantage du site, c'est qu'on est joignable, on va dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Et voilà. Mais en tout cas, c'était chouette de pouvoir échanger avec toi et puis de montrer un petit peu qui nous sommes parce que Internet, ça reste un écran, ça reste. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé d'entreprise, mais voilà, il y a de l'humain, il y a de l'investissement, il y a de l'envie de servir et de contribuer à des projets. Et donc c'est chouette de pouvoir te rencontrer, que tu mettes en avant aussi cette partie-là de nous, parce que voilà,
Il y a du concret, il y a du vrai. D'humaniser ce qu'on fait Ouais. parce qu'on est sur Internet, on pensait qu'il n'y a pas grand monde derrière, mais il y a quasiment 30 personnes derrière. Il y a du boulot. Quand vous vous appelez chez nous, vous avez un conseiller dédié, c'est-à-dire que si tu rappelles dans 2 ans, tu refais une demande dans 2 ans, dans 3 ans, tu auras toujours le même conseiller. Tu auras sa ligne directe, tu as son mail direct. C'est lui qui va te conseiller, c'est-à-dire que tu seras pris en charge par lui, donc il connaît ton projet de A à Z. Enfin, on essaie de mettre de l'humain, on n'est vraiment pas chez Amazon où tu peux appeler personne, chez nous tu peux appeler. Quand tu achètes, c'est forcément quelqu'un qui va s'occuper de toi. Donc, on essaie vraiment de mettre de l'humain. Moi, le premier, je dirais, moi j'ai toujours adoré vendre, j'ai toujours adoré conseiller. Je suis toujours disponible pour conseiller les clients. Enfin, j'adore ça. Je prends beaucoup de plaisir à ça, même si ça fait 16 ans que ça dure. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça et de trouver de nouveaux produits, d'inventer. On est sur un nouveau projet là de douche parce qu'on l'a expérimenté nous et puis on s'est dit tiens on va le faire, on va le vendre. On a posé la question sur internet, les gens en veulent. Donc on essaie de faire des produits sympas, pas chers, faciles à assembler à faire soi-même. Et elle va sortir bientôt et c'est un joli projet. Je suis fier d'inventer des trucs. C'est quoi comme produit, tu disais? C'est une douche extérieure en ossature bois, très simple à mettre en œuvre, mais plein de charme quoi, pour mettre dans le jardin pour l'été, c'est très sympa. Là, je l'ai vu sur Instagram, je crois. Tu l'as vu? Bah voilà, ça, c'est notre petite dernière. On aimerait bien lancer peut-être plus de choses comme ça. Il y a tellement de choses à faire avec des matériaux chez soi que. Après, il faut beaucoup de place, il faut beaucoup de réflexion, faut faire du préassemblage, c'est pas toujours évident. On a déjà beaucoup à faire, on a une liste de produits à rentrer qui est impressionnante. Il faut faire la sélection parce que on parlait tout à l'heure de fierté, c'est aussi qu'au début, c'était compliqué d'avoir des produits, que les fournisseurs nous fassent confiance. Et aujourd'hui, les fournisseurs, quand ils arrivent sur le marché, quand ils démarrent sur le marché français, qu'ils ont un produit qui correspond à notre gamme, qui va être écologique, naturel, eux nous appellent quoi. Donc c'est sacrément agréable qu'aujourd'hui ce soit eux qui nous appellent pour être sur notre site, alors qu'à l'époque on pleurait pour les avoir. Quoi. Donc ça c'est sacrément sympathique d'être un représentant significatif, en tout cas des matériaux écologiques en France. Ça c'est une vraie fierté de pouvoir aujourd'hui compter sur ce marché. On a une vraie visibilité en France sur tous les matériaux écologiques et ça c'est chouette. On est fiers de ça parce qu'il y a 15 ans de ça, quand je démarrais, on était des Lilliputiens, j'étais tout seul. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est reconnu et ça c'est une vraie fierté. Ouais, bravo pour ça, parce que c'était une brique effectivement qui manquait il y a encore quelques années dans le paysage pour promouvoir, diffuser l'éco-construction, pour l'aider à grandir et à ce que de plus en plus de personnes puissent mener des projets. Et on voit que vous êtes passionnés et puis des experts sur les matériaux, donc c'est très utile pour toutes les personnes, notamment les autoconstructeurs qui sont souvent un peu tout seuls sur leur chantier ou toutes seules sur leur chantier. Et c'est bien utile d'avoir du soutien, d'avoir quelqu'un au bout du fil pour dire comment on fait ci, est-ce que c'est tel matériau qu'il faut que je choisisse ou un autre. Donc c'est vraiment essentiel. Et je vous remercie beaucoup, Marjorie, Jean-Luc, pour ces explications. Je mettrai bien sûr les liens vers votre site, vos différents réseaux sociaux dans les notes de l'épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et puis j'invite tous les auditeurs à prendre contact avec vous, à venir vous voir directement sur place dans la Drôme pour tester les produits et puis partager avec vous leurs projets et recueillir vos conseils précieux. Je vous remercie encore et puis je vous dis merci beaucoup. À bientôt et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets.
Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.